Merci à toutes et à tous de vous être déplacés. Donc, je m'appelle Stéphane Le Troedac. Je suis chroniqueur sur un site internet qui s'appelle Boujum. Hein, et en fait, plus précisément, je suis même co-directeur du site internet et je m'intéresse plus précisément à la pop culture et de manière encore un petit peu plus précise aux comics. Et je suis aussi traducteur de comics et enfin, je suis conférencier. Il m'arrive régulièrement de faire ce genre de conférences. Je vais vous présenter en fait aujourd'hui un parcours à travers la ville de New York. L'idée étant de vous proposer en fait de nous promener en photo dans New York et avec un point de vue que j'espère original et qui vous intéressera, c'est-à-dire que l'idée c'est prenons ces lieux mythiques de New York que nous connaissons plus ou moins d'ailleurs et essayons de voir comment la bande dessinée américaine a traité ce lieu et de voir comment le cinéma à traiter ce lieu. Donc un parcours qui va évidemment faire appel à la fois à votre cinéphilie, on reviendra sur certains films de super-héros, mais on parlera aussi parfois pas forcément que de films de super-héros, et puis un parcours qui va vous permettre notamment d'en apprendre, j'espère, un petit peu plus sur la bande dessinée. Donc c'est une conférence qui est destinée à la fois aux gens qui connaissent plus ou moins, enfin, connaissent bien la bande dessinée américaine, mais aussi, c'est aussi une conférence qui est destinée à des gens qui n'y connaissent rien. Donc si vous ne connaissez rien à la bande dessinée américaine, vous allez probablement en apprendre un petit peu plus cet après-midi. Alors, pour commencer, en fait, avant de commencer cette balade, je voulais juste revenir sur cette idée de pourquoi New York est liée aussi intimement à la bande dessinée américaine. Il faut bien comprendre, pour cela, il faut revenir aux origines de la bande dessinée, plus précisément à la fin du 19e siècle. En réalité, la bande dessinée américaine naît dans la presse quotidienne américaine, à travers ce que l'on appelle des comic strips. Ce sont en fait des petites bandes de quelques cases qui apparaissaient dans les journaux. Nous, en France, on n'a pas forcément connu énormément ce genre de médias, sauf peut-être, si je vous parle de Pim Pam Poum, peut-être que ça parlera à quelques-uns d'entre vous. Et en fait, Pim Pam Poum, c'était une publication du début du XXe siècle hein, dans la presse quotidienne américaine. Donc, ces bandes dessinées, ces comic strips, naissent à New York, très précisément, dans des quotidiens new-yorkais. Et évidemment, comme ça fonctionne bien, les artistes qui sont à New York, qui travaillent à New York, pour une raison assez simple, c'est parce qu'ils doivent en fait livrer leurs planches en main propre à la rédaction. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une proximité entre les artistes et le siège du journal. New York, c'est vraiment en quelque sorte le berceau de ces artistes. Ils sont nés à New York, ils ont commencé à travailler dans la bande dessinée à New York. Et évidemment, quand ils vont commencer à dessiner des histoires, ils vont illustrer ces histoires et les placer dans New York. Donc New York est vraiment, on va dire, le point zéro à l'origine des comics et de la bande dessinée américaine. Un autre exemple de lien, vous connaissez probablement toutes et tous Batman. Vous savez peut-être que Batman, en fait, agit, fait régner la justice dans une ville imaginaire qui s'appelle Gotham. Bien. Ce qu'on sait probablement moins, c'est que Gotham, en fait, c'est le surnom de la ville de New York. C'est-à-dire que l'éditeur DC Comics a choisi d'imaginer une ville qui n'existe pas, de la nommer Gotham, mais pour relier cette ville imaginaire, malgré tout, à quelque chose de réaliste, de crédible, on lui a donné comme surnom le surnom de la ville de New York. D'accord ? D'ailleurs, c'est globalement une des différences qu'il y a entre les deux gros éditeurs américains. Vous avez les deux gros éditeurs américains, ce sont DC Comics et Marvel Comics. DC Comics travaille dans un univers imaginaire qui s'inspire énormément, malgré tout, de notre réalité, mais on est dans un monde imaginaire. Dans les comics Marvel, nous sommes dans un univers qui se veut être le nôtre. D'accord ? Donc c'est une différence fondamentale entre les deux éditeurs. Enfin, et pour insister un petit peu là-dessus, dans les années 60, quand Marvel Comics commence à créer un univers où des personnages se rencontrent, on y reviendra tout à l'heure, je referai un petit point là-dessus. Lorsque Marvel Comics sort ses premiers comics, New York devient la ville des super-héros de Marvel. C'est-à-dire que les premières aventures de ces super-héros ont lieu à New York et progressivement les personnages vont apparaître
dans la ville, se rencontrer et créer un univers de plus en plus vaste, parce qu'évidemment, on va créer de plus en plus de personnages et de plus en plus de super-héros. Donc New York, c'est vraiment le point central des comics. D'ailleurs, pour vous dire, lorsque DC Comics, l'éditeur, a déménagé il y a quelques années de New York pour aller sur la côte ouest, ça a créé en fait un vrai bouleversement pour les artistes. C'est-à-dire les artistes étaient habitués à avoir le siège à New York, et symboliquement, certains ont considéré que c'était presque une trahison de partir pour la côte californienne. Alors, pourquoi la côte californienne ? Tout simplement parce que vous n'aurez pas manqué de remarquer qu'il y a de plus en plus de films de super-héros, et donc évidemment tout ce qui est cinéma se passe sur la côte ouest, et notamment en Californie et à Hollywood. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à m'interrompre si à un moment ou à un autre vous ne comprenez rien à ce que je suis en train de vous raconter. N'hésitez pas, d'accord ? Parfois, à force de baigner dans cette culture, moi, je dis parfois des choses qui sont pour moi une évidence. Je peux parfois parler de personnages et aller un petit peu vite sur tel ou tel personnage, donc n'hésitez pas. Je crois qu'il y a un micro d'ailleurs qui peut circuler dans la salle, donc n'hésitez pas à faire signe et à me demander une précision ou quoi que ce soit. Il n'y a absolument aucun problème. Et puis, si vous êtes trop timide pour m'interrompre, et vous ne devriez pas, si vous êtes trop timide, de toute manière, j'ai prévu une séance de 20-30 minutes à la fin de mon intervention de questions du public. Donc, vous pourrez me demander de repréciser tel ou tel élément, ou je pourrais répondre à n'importe laquelle de vos questions, évidemment, si j'ai une réponse. Alors, je vous propose de commencer cette balade par quelque chose qui est très évident. On va démarrer cette balade en fait tout simplement par le point d'entrée des immigrants qui arrivent aux États-Unis et qui arrivent notamment à New York. C'est un lieu qui est très très connu. Alors attendez, je vais essayer de me caler un petit peu pour le reste de la séance. Ce lieu donc, vous le connaissez tous puisque c'est une petite île qui se trouve en fait tout au sud de Manhattan, qui est donc c'est Ellis Island. C'est l'île sur laquelle on trouve évidemment la statue de la liberté. On a l'habitude de dire que c'est la première personne qu'aperçoivent les immigrants quand ils arrivent aux États-Unis, mais c'est pas forcément qu'une métaphore. C'est aussi cette statue pour les immigrants, c'est souvent la promesse d'un lendemain bien meilleur que ce qu'ils ont pu vivre sur le continent. Alors c'est évidemment extrêmement symbolique, c'est la porte d'entrée pour les immigrants vers les États-Unis, mais c'est aussi un symbole pour les Américains de liberté et d'espoir. Alors cette statue, en fait, au cinéma, elle a été assez souvent utilisée. Je vais essayer de raviver votre mémoire cinéphilique. Elle a été mise en scène notamment par Charlie Chaplin très tôt, en 1917, dans L'Immigrant. Dont elle était presque un personnage principal. Et puis quelques années après, rappelez-vous, dans la 5e colonne d'Alfred Hitchcock, on retrouvait cette statue. Et puis, là, cette fois-ci, c'est peut-être un petit peu plus anecdotique, mais évidemment, pour les amateurs de pop culture, ça parle un petit peu plus. On l'a carrément fait vivre dans SOS Fantôme 2, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir ce film. Évidemment, c'est traité sur un ton assez comique, mais c'est toujours assez intéressant de voir le traitement que la pop culture donne à ce personnage. Il y a un autre film, évidemment, que vous connaissez tous et toutes, je pense, qui a frappé les esprits lors de sa sortie. C'est évidemment La Planète des Singes, qui est le film, j'ai parfois tendance à dire, avec le twist, avec le rebondissement final le plus hallucinant de l'histoire du cinéma. Je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais du coup, je voulais spoiler. Ouais, je vais peut-être parfois, de temps en temps, vous révéler des trucs sur les films, donc forcément, La Planète des Singes, je vous rappelle, ce film où le personnage se retrouve sur une planète entièrement habitée par des singes, il est le seul être humain, et il découvre à la fin, en s'évadant, que au détour d'un coin de plage, il comprend en fait qu'il n'est pas ni dans une autre dimension, ni sur une autre planète, mais qu'il est bien sur Terre, mais dans le futur. Et l'humanité a disparu, a été remplacée par des singes. Alors, curieusement, ou plutôt, c'est même pas vraiment curieusement, ces images fortes, parce que cette image est extrêmement forte pour les Américains, mais pour la plupart des cinéphiles aussi, les auteurs de comics vont l'utiliser et ne vont pas hésiter à l'intégrer dans leurs comics. Voici un exemple de ce qui sort quelques années après, dans un comics qui s'appelle Kamandi. Remarquez le sous-titre « The Last Boy on Earth », ce qui veut dire le dernier homme sur Terre. Évidemment, on peut penser que l'auteur de ce comics
a été un petit peu inspiré et marqué par ce film. Cette série qui s'appelle Kamandi, qui est une série d'un genre qu'on peut appeler post-apocalyptique, c'est-à-dire ça se déroule après une apocalypse. C'est une des grandes séries de Jack Kirby. Retenez bien ce nom si vous ne l'avez jamais bien entendu, parce je vais y revenir régulièrement au cours de cette conférence. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cet auteur. Je disais tout à l'heure, c'est un monument qui symbolise l'espoir et la liberté. Et d'ailleurs, il y a un film qui est sorti en 2000, qui s'appelle donc X-Men. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les X-Men. On en parlera tout à l'heure. Je reviendrai et je détaillerai un petit peu plus ce groupe de super-héros. X-Men, dans la filmographie de l'univers Marvel, c'est un film extrêmement important parce que c'est un des premiers films qui fait comprendre à Hollywood qu'il y a moyen de créer des films de super-héros réalistes, qui ne soient pas ringards et qui peuvent rapporter de l'argent. Parce que vous comprenez bien que tout ça est aussi une industrie et que l'objectif, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc X-Men en 2000, réalisé par Bryan Singer, va utiliser la Statue de la Liberté comme lieu de combat final. Je vais vous passer un extrait dans quelques instants. Pour vous montrer la symbolique et pourquoi Bryan Singer choisit cet espace. Les X-Men, en fait, c'est une communauté de mutants, des gens qui sont différents, qui ont décidé de vivre regroupés ensemble dans une école. On en reparlera tout à l'heure, parce que j'aurai l'occasion de vous montrer leur école. Et ils ont décidé de vivre ensemble dans une école, et leur objectif, c'est d'essayer de s'intégrer dans le reste de la société qui les rejette. Alors la symbolique, parce que souvent les comics, il faut essayer parfois de les lire et de les analyser sous l'angle de la fable et de la métaphore. Les X-Men ont été une série qui ont été beaucoup appréciée par la communauté homosexuelle américaine. Et oui, un groupe de personnes qui vivent ensemble, rejetées par le reste de la société et qui cherchent à s'intégrer dans la société, forcément ça leur a énormément parlé. Bryan Singer, quand il réalise ce film X-Men, il ne place pas son combat final n'importe où, il le place sur la Statue de la Liberté, qui est le symbole de l'espoir et le symbole de la justice. Petit passage, petit combat final, petite démonstration de mise en scène aussi, parce que le film est une petite merveille de réalisation. Donc on est en 2000, hein, donc on est sur un film qui préfigure en fait les films Marvel actuels.
Et donc, alors je suis désolé, j'ai oublié de vous le préciser, la plupart des extraits que je vais vous diffuser seront des extraits en VO. J'ai pas réussi à trouver d'extraits en VF de ces films. Alors, cependant, curieusement, la plupart des extraits que j'ai choisis sont des passages de combat ou bien d'action. Donc, vous n'aurez probablement pas beaucoup à comprendre les dialogues qui passeront dans ces extraits. Poursuivons notre parcours et dirigeons-nous vers Times Square. Alors Times Square, c'est un espace que l'on connaît parce qu'on a tous cette image de centre-ville extrêmement lumineux et extrêmement éclairé. D'ailleurs, c'est un carrefour au niveau de la ville, un carrefour illuminé qui est extrêmement tape à l'œil. Et il porte même le surnom de Crossroads of the World, donc, qui en anglais veut dire le carrefour du monde. Excuserez la modestie des personnes qui ont trouvé ce surnom. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que à la fin du 19e siècle, c'est un quartier qui est assez mal famé et progressivement, il va être réaménagé. Et petit à petit, en fait, ça va devenir le cœur du divertissement au centre de Manhattan. Donc, on a vraiment une transformation de ce quartier. C'est un quartier qui accueille énormément de magasins, évidemment, sans doute. Et parmi ces magasins, je fais juste une petite incartade. Vous avez un magasin extrêmement célèbre pour les amateurs de comics. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé. Non, c'est bien celui-là. C'est un magasin qui est Midtown Comics, qui est un des plus grands magasins de comics de New York. Alors il faut imaginer ça comme une sorte de supermarché dans lequel vous n'avez que de la bande dessinée américaine et évidemment des produits dérivés. Alors, je comprends que parfois vous pourriez regarder et vous dire mais il est où le magasin tellement il y a de couleurs et de formes. Alors, ce magasin, en fait, il se trouve ici très précisément. C'est cet espace-ci qui est, une sorte de supermarché du comics et c'est un petit peu le magasin de jouets de tout amateur de bande dessinée américaine. Alors, cet espace, ce quartier, ce Crossroads of the World, a été utilisé dans les films et dans les films de super-héros. Alors, étrangement, il y a 2 films qui utilisent le même espace. Le premier dont je vais vous passer un extrait, c'est Captain America. Alors, si vous avez vu le film, vous vous rappelez peut-être pas tout à fait à quel moment est utilisé ce quartier. Captain America, si vous ne savez pas qui c'est en fait un soldat de la Seconde Guerre mondiale. C'est une personne qui a reçu en fait un sérum. Bon, allez, on va le dire, c'est des stéroïdes, quoi. En gros, il est devenu extrêmement costaud. Il a lutté contre les nazis et contre Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fini dans un glacier, il a été congelé. On le ramène, on l'a récupéré, on l'a retrouvé. Évidemment, le bloc de glace fond et coup de chance, comme Hibernatus, le mec, il est toujours en vie. D'accord ? Donc l'armée américaine se dit, on a un gars qui est super costaud, extrêmement puissant, autant l'utiliser. Et pour montrer la scène où Steve Rogers, qui est la véritable identité de ce super soldat, découvre et comprend qu'il se réveille en fait dans le futur, parce que lui n'a pas vieilli, la réalisation va utiliser en fait ce quartier de Times Square. Je vous montre. Alors je vais devoir par contre avancer un tout petit peu dans mon extrait pour pouvoir montrer, parce que sinon ça va être un petit peu long. Non, il veut pas. Si. Donc il s'enfuit, je suis désolé, c'est assez vite. Et évidemment le choc, il tombe dans le monde, dans notre monde. Et très rapidement, le chef des armées de l'armée américaine va lui proposer d'intégrer donc l'armée. Remarquez qu'ils n'ont pas choisi tout à fait un quartier qui est extrêmement lumineux, où il y a énormément d'écrans, où il y a beaucoup de bruit à cause de la circulation. L'idée étant en une image, voire en un quartier, d'essayer de résumer notre civilisation d'images, de bruit et de fureur. Le film Spider, c'est un film que je vais citer beaucoup de fois aujourd'hui. On pourrait presque penser que le film Spider-Man est quasiment une carte, enfin je ne vais pas dire une carte, mais un catalogue des rues de New York. Le Spider-Man de Sam Raimi.
avec une scène qui est devenue assez mythique, puisqu'elle marque le premier affrontement entre Spider-Man, l'homme araignée, qui a des pouvoirs, les pouvoirs de l'araignée, et son adversaire, on va dire, le plus fréquent, son plus grand adversaire, qui est le Bouffon Vert. Donc c'est un premier affrontement. Non, c'est bon. Eh ben allons-y, on va profiter. Non, allons-y. J'attendais que tu termines ta phrase. Merci beaucoup. C'est le premier affrontement entre Spider-Man et le Bouffon Vert. Dans le film, l'extrait que je vais vous passer, c'est quasiment la première fois, c'est presque la première fois qu'on aperçoit en fait Spider-Man en action. Donc ce quartier de Times Square va servir dans le film à la fois de décor pour l'action. Vous allez voir que le décor et notamment l'aspect festif du quartier va être mis en valeur. Et ça sert en quelque sorte d'arène pour ce combat entre le Bouffon Vert et Spider-Man. What is that? Must be new this year. That's a glider. What the hell was that? Oh boy. Hold it right there! Impressive!
Ça me saute aux yeux en revoyant le passage. D'abord, je me dis toujours que pour un film aussi vieux, parce qu'il commence à se faire vieux, ce film, ça passe toujours aussi bien, à part quelques petits effets spéciaux ou le pire, c'est étant à mon avis, dans ce film, le costume du vilain, que je trouve assez raté, personnellement. C'est, à mon avis, le gros problème du film, mais bon, voilà. D'ailleurs, petite anecdote, ils avaient pensé à un autre costume, mais le réalisateur et la production ont trouvé qu'il était beaucoup trop effrayant, donc ils sont revenus sur quelque chose d'un peu plus consensuel. Et deuxièmement, il y a une citation qui m'a frappé aux yeux là, c'est-à-dire qu'il y a en fait une citation à Superman de Donner avec ce personnage féminin qui chute, et le super-héros dans Superman, c'était Superman, qui récupère ce personnage féminin pour repartir dans les airs. Et évidemment, il y aura en plus une idylle entre excusez-moi de vous le spoiler si vous l'avez pas vu, mais cette très belle jeune fille rousse va tomber amoureuse de Spider-Man. Pardon ? On s'y attend pas du tout. Cependant, évidemment, vous aurez vu que le film joue énormément de l'espace qu'il y a, c'est-à-dire utilise en fait les différents éléments pour accentuer le suspense. Et je pense d'ailleurs que Sam Raimi ici a beaucoup pensé à un autre film qui est Tremblement de terre, avec ces histoires de bâtiments qui se décrochent, qui se défont avec des chutes. Et, évidemment, on fait appel à toute cette cinéphilie. Changeons d'endroit, poursuivons notre parcours. On va se rendre au Hellfire. Alors, je suis très mauvais en anglais, hein, d'accord ? Donc, ne m'en voulez pas. Le Hellfire Club. Le Hellfire Club, ouais, bon, alors le Hellfire Club, ça va être plus simple, hein, parce que sinon je vais avoir beaucoup de mal. Le Hellfire Club, donc c'est un endroit qui, oui, ça fera bizarre, mais voilà, ça sera comme ça. C'est un endroit à New York qui n'existe pas. C'est un lieu imaginaire. Alors pourtant, il a une réelle adresse, c'est-à-dire que le Marvel a, a indiqué très précisément où se trouvait cet endroit. Et si vous vous rendez à New York et que vous allez à cette adresse très précise et que vous tournez sur la gauche et que vous prenez une photo, vous obtenez ceci. D'accord ? En réalité, dans la bande dessinée, ça ressemble à ça. Cependant, on remarquera que, je ne vais pas dire que c'est identique, mais c'est pas non plus totalement différent. D'accord ? Le Hellfire Club, c'est... attendez, je m'interroge sur ce que c'est ça. Voilà, alors le même bâtiment vu de l'autre côté de la rue. Le Hellfire Club, c'est en fait un club de super vilains, plus précisément d'aristocrates super vilains qui ont décidé de créer une sorte de cabale secrète pour diriger le monde. On les aperçoit dans le film d'ailleurs X-Men, le commencement, qui est le 4e volet de la saga X-Men, même si malheureusement on ne voit pas vraiment ce lieu de rendez-vous donc, du club. Ça va me permettre de faire une petite incartade sur un groupe de super-héros qui s'appelle les X-Men, qui sont une création en fait de Stan Lee et de Jack Kirby. Stan Lee, vous allez souvent entendre ce nom, Jack Kirby, et vous l'avez probablement déjà entendu. Jack Kirby peut-être un petit peu moins, sauf que je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ces deux artistes vont créer en fait une saga donc qui s'appelle X-Men, qui alors voilà le fameux club d'aristocrates dont je vous parlais. Les X-Men, ce sont en gros les gentils, les bons. Ce sont des mutants. Ils ont obtenu des pouvoirs grâce à une modification de leur génome, de leur ADN. Et évidemment, autant il y a des bons mutants, autant il y a des mauvais mutants, des méchants mutants. Et les membres du Club des Damnés, puisque c'est la traduction française de Hellfire Club, j'étais en train de la chercher depuis tout à l'heure pour éviter d'avoir la ridicule. Donc le Club des Damnés, ce sont des mauvais mutants. Les X-Men, leur idéologie, c'est de dire donc vivons en quelque sorte cachés, mais essayons de nous intégrer au reste de la société. D'ailleurs, le professeur Xavier, un personnage un peu particulier parce qu'il se déplace en fauteuil roulant, il a le crâne totalement chauve et il peut lire dans les pensées des gens. Il a créé en fait une école qui s'appelle l'Institut Xavier, qui ressemble à ceci dans les films. Et d'ailleurs, c'est quasiment la représentation à l'identique que l'on a dans les comics. Et donc, dans cette école, il apprend aux jeunes mutants à utiliser leur pouvoir et à essayer de s'intégrer dans la société. Je vais vous diffuser un petit spot que j'ai trouvé d'ailleurs pour cette conférence, que j'ai trouvé assez marrant, parce que lors de la promotion de X-Men, le commencement, ils ont créé une sorte de fausse pub pour cette école.
D'accord ? Donc, pour comprendre ce que je vais vous montrer, il faut imaginer que nous sommes dans les années 80 et que cette école cherche à recruter des enfants. Et donc, ils créent une fausse pub pour les parents pour essayer de convaincre d'amener leurs enfants différents dans leur école. Alors, évidemment, tout le jeu de cette bande-annonce, c'est d'essayer de reproduire un style des années 80. Et en même temps, ça permet de montrer un petit peu l'école. Je vous laisse la découvrir. Je suis désolé, c'est une nouvelle fois en anglais. Sometimes being gifted doesn't feel like a gift. Nobody seems to understand you. Sometimes they're even scared of you. Wouldn't it be great if you didn't have to worry about hiding your gifts anymore? Hi, I'm Jubilee, and it wasn't that long ago when I felt that way too. But then I became a student at Xavier School for Gifted Youngsters, and everything changed. At Xavier's, you'll meet students and even teachers who are just like you and understand everything that you're going through. Under the guidance of world-renowned geneticist Professor Charles Xavier, you'll learn how to control your gifts while also getting the education and training that you need to succeed in the fast-paced world of 1983. So why be alone when you can make some excellent new friends here? Xavier's is no ordinary school, because let's face it, you're no ordinary student. Thanks, Jubilee. You were right. Xavier's is totally rad. Operators are standing by. Pas deux fois quand même, mais donc évidemment il s'agit d'un exercice parodique, mais l'idée est d'essayer de faire croire que cet espace existe réellement et qu'il y a donc bien une école du professeur Xavier qui est l'école pour les jeunes surdoués. D'accord ? Puisqu'il ne s'agit pas de dire que ce sont des gens différents, donc ce sont des surdoués. Pour information, cette école, si j'avais un plan suffisamment large pour vous le montrer, se trouve aussi à New York, dans l'État de New York, se trouve plus précisément au nord de New York, sur une île, pour symboliser quand même malgré tout l'isolement. Hein, quand même. Et d'ailleurs, à un moment donné dans la longue histoire des X-Men, ces enfants ont appris évidemment à utiliser leur pouvoir et vont avoir l'envie et le besoin de déménager. Et quand ils vont déménager sur la côte ouest et ils vont déménager à nouveau sur une île. D'accord ? Donc il y a des motifs comme ça récurrents pour bien insister sur l'isolement et la notion d'isolement des personnages. Le Club des Damnés, j'ai failli le reprononcer à l'anglaise. Club des Damnés, d'où ça vient ? Juste comme ça quand même, parce qu'il y a quand même un lien aussi avec la ville. Il y a bien un Club des Damnés, un Hellfire Club, mais ce club se trouve en réalité à Londres et probablement que le scénariste de la série, Chris Claremont à l'époque, a fait référence évidemment à ce club de musique qui se trouve à Londres. Poursuivons notre balade et rendons-nous au 1700 Broadway. Alors le 1700 Broadway, c'est un lieu mythique pour les amateurs de comics, même si souvent on ne le sait pas forcément, même quand on lit de la bande dessinée. Ce sont tout simplement les locaux d'il y a quelques années de la société DC Comics. Je vous disais tout à l'heure que les éditeurs siégeait à New York et DC Comics est une de ces grosses sociétés et donc elle possède un immeuble qui lui sert de siège social et donc c'est un des éditeurs qui se trouve à New York et l'entrée de ce bâtiment ressemble à ceci. On est au 1700 Broadway. Ouais, je me trompe pas. 1700 Broadway. C'est une société DC Comics qui a énormément d'importance dans l'histoire de la bande dessinée américaine parce que ça a été le premier éditeur de comics de super-héros. Nous sommes en 1938. Au milieu de l'année 1938, sort un magazine qui s'appelle Action Comics, qui est un comics qui va déclencher en fait la vague de super-héros puisque c'est dans ce numéro qu'apparaît pour la première fois Superman. Ça va être un succès totalement inattendu. Pour tout vous dire, DC Comics, qui d'ailleurs à l'époque ne s'appelait pas DC Comics, mais s'appelait National Comics, DC Comics ne croyait pas forcément en ce personnage. Ils l'ont donc intégré dans une revue qui était une compilation d'histoires. Et ce personnage de Superman cartonne en termes de vente, se vend très très bien. Donc très rapidement, il obtient un magazine à son nom qui s'appelle Superman, tout simplement, et va faire en fait la fortune de cette maison d'édition. À tel point d'ailleurs qu'elle va changer de nom, qu'elle va s'appeler DC Comics. Alors, cherchez pas de rapport entre le DC et Superman. Le DC Comics, en fait, c'est tout simplement parce que ça fait référence à un autre magazine qu'il publiait qui s'appelait Detective Comics, dans lequel est apparu quelques années après
D'ailleurs, je pourrais même dire quelques mois après, un autre personnage très connu qui est Batman. D'accord. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir la rapidité avec laquelle l'éditeur a créé un personnage juste après Superman, qui est quasiment son double inversé. C'est-à-dire que autant Superman, c'est quelqu'un de très fort, qui vient d'une autre planète, qui tire son pouvoir du soleil, et quelques mois plus tard, ils nous sortent un autre personnage qui s'appelle Batman, qui n'a pas de super pouvoir, qui a perdu ses parents, qui agit la nuit dans l'ombre, dans une ville qui est une ville gothique et absolument pas lumineuse. C'est assez étonnant de voir l'inversion qu'ils ont pu faire. Et en quelques mois, ils créent deux personnages qui sont deux personnages extrêmement importants dans la pop culture américaine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis ils ont déménagé sur la côte ouest et pour Hollywood. Je poursuis, on va pas aller très très loin, on va pas vraiment quitter l'éditeur. On est toujours chez DC Comics. Mais on va parler en fait d'un lieu assez important pour le personnage de Superman, justement, qui est le Daily Planet. Alors, le Daily Planet, c'est ce journal où travaille Superman sous l'identité de Clark Kent. Superman, pour s'intégrer dans la société américaine, a pris une identité humaine et il a décidé en fait de devenir journaliste, et il travaille au sein d'un journal qui s'appelle le Daily Planet. Je fais une petite parenthèse. On peut y voir aussi une métaphore sur la position du migrant qui finalement vient d'un autre monde, arrive sur Terre et pour s'intégrer, quitte les vêtements qu'il portait, donc les vêtements bleu, rouge, sa cape, pour s'habiller comme un humain entre guillemets normal et s'intégrer dans la société. Il y a une métaphore qui n'est pas forcément totalement farfelue à ce niveau-là. Le Daily Planet, c'est aussi un endroit où il va croiser sa collègue de travail, la célèbre Lois Lane, qui deviendra sa femme d'ailleurs dans les comics. D'ailleurs, je ne me souviens plus si dans la série télé, Lois et Clark, ils finissent par se marier. Je me souviens plus, mais c'est la série qui les fait se marier. Voilà. C'est la réaction de l'éditeur choisi de les marier dans la bande dessinée après qu'ils aient été mariés dans la série. Voilà, exactement. Merci. Le Daily Planet, le bâtiment qui est donc le siège de ce journal fictif, n'existe pas, c'est pas un vrai journal évidemment, mais les créateurs de Superman et les scénaristes de Superman se sont inspirés d'un autre journal qui s'appelle, alors excusez-moi, je suis un petit peu perdu dans mes notes, qui s'appelle le Daily News et qui se trouve à New York. Et fait du hasard ou pas, quand vous rentrez dans le Daily News, on retrouve une forme, d'accord, qui évidemment n'est pas tout à fait anodine, et évidemment que les scénaristes et les dessinateurs se sont inspirés de ce qu'ils avaient sous les yeux. D'accord. Donc ça, c'est ce que l'on trouve dans le hall d'entrée. Et d'ailleurs, même le décorum et le style architectural du bâtiment du Daily News, sera utilisé dans le comics, voire même dans le film. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le film de Clark Kent qui se coince dans les portes battantes de l'entrée, on retrouve ces fameuses portes battantes à New York. Je continue encore mon petit chemin. Je vous amène dans un autre building. Cette fois-ci, c'est l'Empire State Building, alors qui est un immeuble qui rappelle évidemment des souvenirs aux amateurs de cinéma et de cinéma fantastique. L'Empire State Building, rappelons-le, a été mis en avant très tôt dans l'histoire du cinéma. Rappelez-vous ce grand singe qui grimpe sur la façade de l'Empire State Building. Je parle bien sûr de King Kong. Donc évidemment, c'est un bâtiment qui est très très connu des Européens. C'est un bâtiment que le cinéma a aussi maltraité. Rappelons qu'il est apparu dans un très mauvais film qui s'appelle Independence Day, dans lequel le bâtiment est totalement rasé. Donc c'est aussi un bâtiment symbolique parce que lorsque Marvel Comics dans les années 60, lorsque Marvel Comics dans les années 30, 40 commence à sortir certains super-héros, notamment Namor, qui est un personnage un peu particulier. Il vient du monde de dessous la mer, du monde sous-marin. C'est un prince, le prince des mers, le Submariner. Et c'est un prince qui a décidé de mener, dans un premier temps, une lutte contre les habitants de la surface. Parce qu'il estime que les habitants de la surface jettent des déchets dans la mer. Et donc, c'est quasiment une déclaration de guerre. Donc, il décide d'aller attaquer les habitants de la surface. Et lorsqu'il décide d'aller attaquer les habitants de la surface, où est-ce qu'il va ? Il va évidemment à New York, qui est le cœur de l'univers, on l'a bien compris. Et il se rend à l'Empire State Building
comme vous pouvez le voir, il défait la flèche qui se trouve en haut de l'Empire State Building pour la jeter sur les habitants, sur les New-Yorkais. C'est évidemment pas tout à fait un hasard. Là où c'est intéressant, c'est que ce bâtiment va servir aussi de point de rencontre entre ce personnage, Namor, et un autre personnage qui est la Torche. Alors la Torche, c'est le premier personnage créé par Marvel, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Marvel. La Torche et Namor vont se rencontrer et vont se combattre. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais mine de rien, c'est quand même la création d'un univers que je dirais avec des séries, d'un univers partagé. C'est-à-dire que généralement, les éditeurs de comics, quand ils éditaient leurs séries, vous aviez Superman dans ses aventures, Batman dans les siennes, et puis chaque personnage avait sa série et tout allait bien. Et l'un des coups de génie des scénaristes de chez Marvel, c'est d'avoir pensé à réunir ces personnages au sein des mêmes aventures. C'est-à-dire à les faire se rencontrer, à créer ce qu'on appelle en anglais des crossovers, c'est des croisements entre les séries. Alors, il ne s'agit pas vraiment d'une démarche, pour tout vous dire, tout à fait artistique, il s'agit aussi d'une démarche commerciale. Vous imaginez bien que les gamins qui lisent les aventures de la Torche et ceux qui lisent les aventures de Namor, à un moment donné, quand ils se rendent compte qu'il va y avoir une aventure où il y a leur héros qui rencontre l'autre, ça permet de drainer et d'attirer un certain nombre de clients auprès des enfants. Il y a évidemment une démarche financière derrière. Mais c'est le point de départ en fait, d'un univers partagé qui va ne cesser de s'étendre et où il ne va cesser d'y avoir de nouveaux personnages qui apparaissent. C'est vraiment quelque chose d'assez caractéristique de chez Marvel. Alors j'avais préparé une autre photo. J'ai une petite photo de l'intérieur du bâtiment, parce que j'ai trouvé que c'était tellement joli comme hall d'accueil que je n'ai pas pu résister à l'idée de vous mettre cette photo. Et je voulais juste vous montrer cette photo-ci, alors que je vous l'ai déjà montré, mais sur un élément sur lequel on reviendra, qui sont ces châteaux d'eau caractéristiques de New York, qui se trouvent sur les toits de New York. On en reparlera un petit peu plus tard, parce qu'il y a un personnage dans lequel ces châteaux d'eau apparaissent un peu plus souvent. Un autre bâtiment. Qui s'appelle le MetLife. Alors, c'est un bâtiment, a priori, il n'y a pas de rapport avec les comics. A priori. D'abord, c'est un bâtiment, c'est un gratte-ciel qui est assez emblématique, qui au départ s'appelait le Pan Am Building, puisqu'il a été construit par la Pan America, la compagnie aérienne. Et donc, il avait une particularité, c'est que sur son toit, on avait un héliport, on pouvait s'y poser en hélicoptère. Ça a inspiré les auteurs de comics. On verra tout à l'heure un autre bâtiment totalement imaginaire qui est le Baxter Building, qui est le QG, la base des 4 Fantastiques, où sur le toit de leur immeuble, ils ont un espace sur lequel ils peuvent poser leur vaisseau. Évidemment, il y a une inspiration directe. Pour les amateurs de cinéma et de super-héros au cinéma, le MetLife, en fait, il faut savoir qu'il n'existe pas, on ne le voit pas réellement dans les films Marvel, tout simplement parce que Tony Stark a racheté le MetLife. Donc Tony Stark, c'est ce milliardaire qui se trimballe en armure, qui s'appelle Iron Man. Avec sa fortune, il a racheté le MetLife et en fait, il l'a prolongé, c'est-à-dire il a créé une extension et il a renommé le bâtiment à son nom. D'accord ? Et donc ça s'appelle maintenant le Stark Building et ça sert, on l'aperçoit ici, et ça sert de base pour un groupe qui s'appelle les Avengers, dont on parlera tout à l'heure. Évidemment, cette idée d'un bâtiment sur lequel il y a un nom qui est écrit, cette idée va être reprise tout simplement par Marvel et au cinéma pour insister sur la mégalomanie du personnage de Tony Stark. C'est-à-dire qu'il est capable de racheter un bâtiment, de le poursuivre et d'enlever le nom qu'il y avait dessus pour mettre le sien. D'accord ? Donc évidemment, il s'agit d'insister sur un aspect de la personnalité de ce super-héros. Alors comme il est sympa, de temps en temps, il met quand même le A des Avengers pour quand même indiquer que c'est leur base. Ce bâtiment, alors j'ai cherché un petit peu quand même s'il était utilisé au cinéma. Je peux juste vous dire qu'il a été utilisé aussi dans Un shérif à New York avec Clint Eastwood, un film de Don Siegel de 68, qui est un très très chouette film que je vous invite à voir et qui sert de décor pour ce film. Justement, je vous parlais il y a quelques instants des 4 Fantastiques, de cette idée de pouvoir se poser sur le toit. Voici le sommet du Baxter Building qui est la base des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, c'est un groupe de super-héros assez particulier, puisque c'est le premier groupe de super-héros créé par la société Marvel.
dans l'ère moderne. Ils apparaissent au début des années 60. Pour vous remettre un petit peu le contexte, au début des années 60, on va dire que Marvel est quasiment sur le point de disparaître. Ils n'ont pas de succès. DC Comics fonctionne bien avec ses personnages Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, enfin, voilà. Ils n'ont pas de concurrents et Marvel est sur le point quasiment de mettre la clé sous la porte. Et c'est à ce moment-là que le patron de Marvel indique au rédacteur en chef Stan Lee, bah écoute, comme de toute façon, foutu pour foutu, autant que tu fasses ce que tu veux, quoi, en gros. Donc Stan Lee avait une idée qui lui traînait en tête. Il avait une petite idée en tête. Il avait une idée d'un groupe de personnages qui serait une famille plus qu'un assemblage d'étrangers, de personnes qui ne se connaissent pas. Et il crée avec Jack Kirby les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques ont une particularité, c'est d'abord que c'est une famille, quasiment une famille. Sur les 4 personnages, il y en a 3 qui font partie de la même famille. Et contrairement aux autres super-héros, ils n'ont pas de masque. C'est-à-dire qu'ils évoluent à visage découvert. Ça va être un carton. Non seulement ça va être un carton, mais en plus derrière, le duo d'artistes Stan Lee et Jack Kirby vont créer d'autres personnages qui vont devenir extrêmement célèbres. Les X-Men dont j'ai parlé tout à l'heure, Thor, qui est un personnage maintenant extrêmement connu grâce au cinéma, Ant-Man, l'homme-fourmi, qui est devenu connu maintenant aussi grâce au cinéma, et les Avengers. Donc c'est vraiment une sorte de renaissance de l'éditeur. Les 4 Fantastiques vont être traités au cinéma. En réalité, il y a 3 adaptations au cinéma des 4 Fantastiques. Alors, il y en a une que vous connaissez, on va dire... non, alors c'est pas celle que je voulais vous montrer. La première adaptation, c'était au début des années 2000. Ils ont tenté une première adaptation qui était en soi pas forcément réellement mauvaise, mais qui n'a jamais réussi à capter, on va dire, l'essence du comics. Ensuite, ils ont essayé, bon, comme ça ne marchait pas, ils ont quand même fait 2 films, mais ça ne fonctionnait pas aussi bien qu'ils le souhaitaient. Ils se sont dit, on va relancer, le terme technique qu'on emploie au cinéma et dans les comics, on appelle ça un reboot, on redémarre, quoi, entre guillemets. Donc ça, c'est plus proche de nous, c'était en 2015, ils lancent une nouvelle série, les 4 Fantastiques, au cinéma. On a les mêmes personnages, mais avec de nouveaux acteurs, plus jeunes, et un traitement qui se veut plus moderne et plus adapté au public. Seulement catastrophe, en réalité le tournage se passe très mal, la production ne s'entend pas du tout avec le réalisateur, finit par en fait enlever le film des mains du réalisateur pour le remonter et en faire une sorte d'assemblage totalement indigeste, à tel point d'ailleurs qu'il n'y aura pas de suite à ce film parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de spectateurs et puis franchement le résultat n'est pas terrible. C'est malheureux pour la franchise des 4 Fantastiques parce que elle a vraiment un potentiel d'adaptation au cinéma, mais les productions n'ont jamais réussi en fait à le retranscrire sur grand écran. Pour la petite histoire, je vais parler de 3 adaptations. Il y en a une 3e qui était dans les années 90, qui est... Vous ne l'avez pas vue. Enfin, vous avez employé des moyens curieux pour la voir, mais ce film n'a jamais été diffusé. Pour la petite histoire, en fait, dans les années 80, à la fin des années 80, il me semble, ou au début des années 90, Marvel vend les droits des 4 Fantastiques à un réalisateur de série B, voire de série Z, qui s'appelle Roger Corman, et ils vendent les droits quasiment pour une bouchée de pain. Et Roger Corman fait un film, peut-on appeler ça un film ? En tout cas, fait vraiment un film de très mauvaise qualité, avec très peu de moyens et très très peu de budget. Qu'on ne peut malheureusement pas voir puisqu'il n'est pas diffusé, il n'a jamais été diffusé en France. Mais il y a donc bien eu une troisième adaptation. Alors il est disponible sur YouTube, ouais, on peut le voir en VO parce qu'il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de traduction de ce film. Par certains aspects cependant, il réussit par moments à mieux capter l'essence du comics que les 2 autres. Comme quoi de temps en temps des toutes petites productions arrivent à faire quelque chose. Je termine juste sur un point un petit peu. Alors, une petite anecdote sur les films, sur les 2 adaptations récentes. Ce qu'il y a de rigolo, je m'en suis rendu compte en préparant cette conférence, c'est que l'acteur qui joue ici la Torche Humaine, c'est en fait Chris Evans qui joue Captain America que vous avez vu tout à l'heure courir dans Times Square. Donc, il a été réutilisé dans un autre film. Et l'acteur que vous apercevez ici, qui joue la Torche Humaine dans cette 2e adaptation, est actuellement au cinéma dans le rôle du méchant dans Black Panther. D'accord ? C'est assez curieux. Je m'en suis rendu compte en le préparant cette semaine. Je me dis mais c'est curieux. Finalement, être la Torche être acteur
pour jouer le rôle de la Torche dans les 4 Fantastiques, ça réussit puisqu'on finit par rebondir sur d'autres productions qui fonctionnent beaucoup mieux et qui ont plus de succès. Je continue sur les comics, je reviens un petit peu sur les comics. Il faut savoir que les comics, on aime bien de temps en temps essayer de créer un sentiment de réalité et de crédibilité. Donc parfois les dessinateurs n'hésitent pas à proposer des plans, même des bâtiments. Vous voyez, donc les lecteurs peuvent profiter de temps en temps d'un plan pour pour mieux comprendre comment évoluent les héros dans leur bâtiment. C'est là qu'on découvre qu'ils ont une fusée intégrée dans le bâtiment. Alors évidemment, ça prête à sourire, mais l'idée, c'est encore une fois de travailler sur la métaphore et d'indiquer que ce sont des personnages qui ont accès à une technologie qui n'existe pas pour le commun des mortels et qu'ils ont évidemment énormément d'argent et énormément de moyens pour pouvoir agir. L'un des créateurs des 4 Fantastiques s'appelle Jack Kirby, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a un personnage dans les 4 Fantastiques que Jack Kirby appréciait beaucoup, qui est la Chose, ce personnage fait de pierre. En fait, il a mis beaucoup de lui dans ce personnage, et on va dire c'est probablement le plus new-yorkais des 4 Fantastiques. Il est né à New York, et dans les comics, ça se traduit d'une manière assez rigolote, c'est-à-dire qu'il a un phrasé. C'est-à-dire que sa manière de parler essaye de reproduire la manière de parler des New-Yorkais en exagérant un tout petit peu. Et il a une bande d'amis qui s'appelle le gang de Yancey Street, qui est une sorte comment dire, en gros sa bande de potes de quand il était enfant, qui font une apparition dans le comics et dans lequel en fait Jack Kirby a mis énormément de lui-même. D'ailleurs, Jack Kirby sur la fin de sa carrière va même carrément écrire un comics où il va raconter le New York de son enfance. C'est un extrait de ce comics. Alors qu'il n'a pas été édité en France, il n'y a pas de version française de ceci, mais il cherche en fait à retranscrire ce qu'il a pu connaître de New York quand il était jeune, avec une représentation évidemment pleine de dynamisme et avec énormément de détails dans tous les coins. Je vous invite à repérer notamment, alors c'est vraiment un tout petit détail, mais cette idée de drap de vêtements qui sèchent sur des fils étendus d'une fenêtre à l'autre, qui est quelque chose d'assez caractéristique qu'on retrouvera tout à l'heure. Je trouve que ce dessinateur est absolument fabuleux parce qu'il y a une somme de détails dans son dessin. Vous pourrez passer quasiment 2 ou 3 minutes à essayer de scruter chaque élément. Il se passe vraiment beaucoup de choses en fait dans ce dessin. C'est même dommage qu'il n'existe pas de version française de ces travaux de cette époque. Oui, exact. Ouais. Exactement. Alors l'épisode fait 8 pages, il me semble de mémoire, une petite dizaine de pages. Et alors c'est pas du tout super héroïque, c'est très autobiographique en quelque sorte. Il a mis son dessin au service de son histoire et d'une évocation nostalgique de son enfance. Justement, l'enfance de Jack Kirby, on va se tourner vers un quartier qui s'appelle le Suffolk Street à New York. Alors évidemment, là on ne le connaît pas et je fais juste un petit détour pour montrer dans quel type de rue Jack Kirby a pu habiter quand il était enfant. Jack Kirby, il a eu une vie et une enfance assez difficiles. Il se destinait pas forcément à devenir dessinateur. Et c'était un gamin qui était un gamin des rues, qui était assez violent. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que cette énergie qu'il avait a priori à revendre, il l'a mis dans son dessin. Et l'une des caractéristiques de Jack Kirby dans son dessin, c'est d'avoir des personnages qui sont extrêmement je vais essayer de vous trouver qui sont extrêmement qui débordent d'énergie en fait. On pourrait presque dire que c'est le dessinateur de l'énergie entre guillemets. On a parfois même l'impression que ces personnages sortent des cases. Il y a un petit peu cette idée avec ce personnage qui sort de la fenêtre, qu'on pourrait presque penser être une case de bande dessinée et qui surgit vers le spectateur. Le lecteur. Il a inventé avec Stan Lee un bon nombre de héros qui sont assez connus maintenant, notamment Ant-Man, qui est un personnage qui a été adapté au cinéma il y a quelques années. Alors évidemment, quand on voit maintenant les looks des personnages de l'époque, ça fait un petit peu kitsch, mais c'est toujours intéressant de voir que les caractéristiques principales des personnages ont été conservées. Jack Kirby, c'est aussi un dessinateur qui, dans les années 30, a dessiné la première aventure de Captain America, avec cette couverture qui est devenue très célèbre, dans laquelle Captain America donne un coup de poing à Hitler. Alors, ça paraît un peu, maintenant, de nos jours,
presque une évidence. Il faut savoir qu'à l'époque, ça a été très mal vu par certaines personnes qu'on dessine un personnage frappant en fait un représentant d'un pays étranger. Ils ont même eu des soucis avec les comment dire. Ils ont reçu beaucoup de courriers de contestation. Mais mine de rien, au-delà de simplement de ça, ce coup de poing, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, Marvel, quand il publiait des comics, on était dans le domaine d'un monde un peu imaginaire qui n'était pas forcément le nôtre. En faisant cette couverture, il rappelle d'un coup que, en fait, les aventures qu'on est en train de lire de ces personnages, c'est notre monde. D'accord ? Donc c'est l'insertion du monde réel dans la fiction des comics. Et mine de rien, ça change évidemment pas mal de choses. D'ailleurs, quelques mois après la publication de ce numéro, c'est le drame de Pearl Harbor. Et c'est l'entrée des États-Unis en guerre. Alors évidemment, il n'y a pas de lien, mais entre guillemets, on pourrait presque dire que Jack Kirby et Stan Lee avaient préfiguré et avaient devancé l'entrée en guerre, symboliquement évidemment, des États-Unis en Europe. J'avais une dernière petite chose, un personnage qui est bien connu des jeunes lecteurs. Si je vous montre ce personnage, c'est juste pour l'anecdote, c'est un personnage qui s'appelle Groot. Alors c'est un personnage qui évolue dans l'espace, qui a une particularité, donc c'est un homme arbre, évidemment, ça se voit un petit peu, mais il est doué de langage, mais il ne dit qu'une seule chose, il dit « je suis Groot ». C'est-à-dire que quoi qu'il puisse faire ou quoi qu'il ait envie de dire, il ne dira que « je suis Groot ». C'est d'ailleurs un bonheur à traduire quand vous avez des aventures de ce personnage à traduire, parce que la seule chose que vous avez à écrire dans les cases où il parle, c'est je suis Groot, donc c'est assez facile. En fait, ce personnage a été imaginé par Jack Kirby bien des années auparavant, dans les années 60. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à l'époque, il ne disait pas que je suis Groot, mais il y avait quand même cette idée, I am Groot the Invincible, c'est-à-dire je suis Groot l'invincible, qui osera me défier. Et c'est donc un vieux personnage qui a été remis au goût du jour et modernisé pour les générations actuelles. Mais encore une fois, c'est cette capacité aussi de l'éditeur à aller piocher dans un catalogue de personnages oubliés, dont personne ne voudrait maintenant, de les moderniser, de les relooker et d'en faire autre chose. Je poursuis, on va se rendre à City Hall. Alors City Hall, c'est en fait l'hôtel de ville de New York. C'est évidemment un lieu très symbolique. Alors l'hôtel de ville de New York, dans les comics, il va être utilisé pour un heureux événement, puisque c'est l'endroit dans lequel Spider-Man va se marier avec la jeune fille rousse que vous avez vue tout à l'heure. Ils vont évidemment, après plus de 40 ans d'histoire romantique, finir, enfin je dis 40 ans, je n'ai pas fait le calcul, mais ils vont finir par se marier. Et ils vont se marier donc à City Hall, qui est ce bâtiment qui, dans les comics, très clairement, on le voit représenté ici. Et on retrouve alors non, là je voulais juste montrer pour vous montrer qu'il y avait bien un mariage. Le mariage va bien aller jusqu'au bout, parce que dans le film Spider-Man 2, elle se marie avec un jeune homme. Enfin, on pense qu'elle va se marier avec un jeune homme, mais en réalité, elle ne va pas se marier avec ce jeune homme parce qu'elle est évidemment amoureuse de Peter Parker, de Spider-Man, et ça n'est pas possible. Mais dans le film, on va avoir une scène qui se déroule à City Hall. Je vous montre, je vous montre, ça serait plus simple. Alors. Non, c'était pas ça. Non, excusez-moi. Voilà. Donc, elle s'apprête à se marier avec un jeune homme. Et en fait, elle se marie pas du tout. Et dans cette image très romanesque de la jeune fille qui court dans sa robe de mariée et qui passe près de la fontaine, elle va en fait, sur une musique de mariage, elle va aller retrouver son dulciné qui est Peter Parker, qui pendant ce temps-là est en train de ruminer dans sa chambre, parce que lui, finalement, il se dit tiens, j'aurais bien voulu être le marié, et ça tombe plutôt bien. La fontaine devant laquelle elle passe existe réellement, c'est cette fontaine-là qui se trouve à City Hall. D'accord ? Ils n'ont pas choisi, dans le film, Sam Raimi, quand il la montre en train de passer devant cette fontaine, évidemment, il ne la choisit pas tout à fait par hasard. En plus, quand on voit comment est décorée cette fontaine, c'est pas tout à fait innocent. Allez, changeons d'espace. On va passer dans un espace un peu plus coloré et qui remue un petit peu plus, qui est Greenwich Village.
Alors non, ça n'est pas Greenwich Village. Pas tout à fait non plus encore. Bon, si, ce sera mon Greenwich Village. Alors, Greenwich Village, c'est un village, non pas du tout. C'est un quartier de New York assez particulier. C'est le quartier bohème de New York. C'est le quartier dans lequel les artistes, auparavant, se réunissaient et venaient vivre et cohabitaient. Évidemment, les prix des loyers ayant augmenté, on ne trouve plus forcément beaucoup d'artistes à Greenwich Village. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un quartier qui va servir de décor pour un personnage. Juste auparavant, Greenwich Village, au cinéma et dans les séries télé, ça a un petit peu servi. Par exemple, la série télé Friends, la série télé humoristique Friends, a utilisé en fait Greenwich Village comme décor. C'est-à-dire la plupart des aventures des Friends se déroulent dans Greenwich Village. Pour la petite anecdote, un autre film qui s'appelle Men in Black 2, il y a une petite citation à un moment donné qui est assez rigolote, c'est que on dit au Men in Black 2, c'est un film dans lequel vous avez des agents de gouvernement qui gèrent l'immigration d'extraterrestres sur Terre. Et on dit à un moment donné à un extraterrestre que Greenwich Village, c'est le seul quartier où les immigrants extraterrestres peuvent circuler la nuit. C'est-à-dire que c'est le seul qui est autorisé et ils ont le droit de s'y promener la nuit. Parce que le quartier est tellement bohème, voire tellement loufoque, que finalement, s'il y a un ou deux extraterrestres qui s'y baladent, personne ne le remarquera. Alors évidemment, c'est le siège d'un super-héros un peu loufoque et un peu étonnant, voire totalement mystique, qui est le Doctor Strange. Alors Doctor Strange, c'est un personnage Marvel, c'est le maître de l'occultisme, c'est un sorcier, et c'est pas tout à fait un hasard s'il se trouve donc évidemment à Greenwich Village, quartier bohème. Il y a évidemment une relation. Ce qui est intéressant quand ils ont créé le personnage de Doctor Strange, c'est qu'ils lui ont inventé en fait un lieu, une sorte de base qui n'est pas une base secrète du tout, qui s'appelle le Sanctum Sanctorum, une sorte de sanctuaire sacré dans lequel il médite et il étudie la magie. Et pour créer ce bâtiment, ils vont s'inspirer notamment de ce bâtiment-ci, qui s'avère en fait être une église juive de New York. Et ils vont s'en inspirer, vous allez voir, parce que ça y ressemble quand même beaucoup. Et cette église se trouve aussi à Greenwich Village. Voilà la version bande dessinée du Sanctum Sanctorum. Je vous en montre une autre, peut-être un petit peu plus moderne, mais on retrouve toujours cet esprit. Dans le film, on va essentiellement apercevoir l'intérieur du Sanctum Sanctorum. On va évidemment apercevoir la façade, mais sinon ça ne va pas forcément être très utilisé. Je pense que dans le prochain Avengers Infinity Wars qui va sortir au printemps, on l'apercevra un peu plus de l'extérieur de ce bâtiment. Un quartier très important pour les lecteurs de comics, c'est un quartier qui s'appelle Hell's Kitchen. Alors c'est une traduction la traduction française, c'est la cuisine de l'enfer. C'est un quartier qui représente en quelque sorte le quartier malfamé à New York. D'ailleurs, il le représente à tort, puisqu'en réalité, maintenant, Hell's Kitchen, c'est un quartier bourgeois. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de criminels et de délinquants à Hell's Kitchen. Enfin, je ne vous promets pas qu'il y en ait plus du tout, mais en tout cas, c'est redevenu un quartier tout à fait vivable. Et dans les comics Marvel, Hell's Kitchen, c'est le quartier d'un super-héros qui s'appelle Daredevil. Alors Daredevil, c'est un personnage que l'on aperçoit ici, ce personnage rouge là qui court sur la corde à linge. C'est un personnage qui s'appelle Matt Murdock. Il a pour particularité d'être aveugle. Le jour, il est avocat, justice aveugle. Enfin, la justice est aveugle, d'accord. Donc évidemment, il y a un lien. La nuit, il enfile son costume de super-héros pour faire régner la justice, la vraie. Quand l'avocat le jour n'arrive pas à mettre les voyous derrière les verrous, la nuit, sous le costume de Daredevil, il peut le faire. Daredevil, en fait, c'est un nom un peu particulier qui signifie celui qui tente le diable, celui qui ose des choses totalement impossibles, quasiment. Je ne vais pas dire un fou, mais quelqu'un qui est. J'ai oublié, je l'avais sur le. Comment ? Le casse-cou, ouais, voilà, ça pourrait être une traduction. Il a pour pouvoir un peu particulier il a une espèce de sens radar
qui lui permet de voir un peu à la manière des chauves-souris ce qui se passe autour de lui, parce que je vous rappelle qu'il est aveugle. Et tous ces autres sens sont décuplés. C'est-à-dire, il entend très très bien. Il a un sens du toucher qui est beaucoup plus précis que le nôtre. Et évidemment, tous ces super pouvoirs lui permettent de lutter contre les délinquants de Hell's Kitchen. Personnage assez intéressant parce qu'en réalité, il fonctionne un peu comme les saints patrons, c'est-à-dire comme un protecteur de quartier. C'est-à-dire qu'il ne va pas beaucoup à l'extérieur de son quartier. Son objectif, c'est vraiment de faire régner la justice dans son quartier. Sur l'image ici, je fais juste une petite parenthèse, je ne l'ai pas choisi tout à fait par hasard. Je vous ai fait tout à l'heure une petite remarque sur le linge qui était étendu, pour vous montrer qu'il y a cette utilisation aussi. Et graphiquement, il y a une utilisation assez fine du linge ici, puisqu'en réalité, le titre de la bande dessinée est écrit sur le linge. Si vous regardez la manière dont flotte le linge, ça forme le nom du héros. Ici, on a le D, ici, on a un A, ici, on trouve un R. Le E est formé par les zones noires. Le D se trouve ici en relief. Le E, le V, le I et le L. D'accord ? Donc les artistes, de temps en temps, s'amusent à récupérer des éléments caractéristiques pour travailler avec. Le personnage de Daredevil a été utilisé au cinéma dans un film qu'on va rapidement oublier, et dont je ne montrerai pas d'extrait, parce qu'il n'était pas bon du tout. Et il est beaucoup plus connu maintenant parce que, tout simplement, il existe une série télé qui s'appelle Daredevil, qui passe sur Netflix. Alors, lors de la promotion, j'avais trouvé cette promo assez intéressante, puisque nous avons les 2 D, en fait, du nom du personnage qui s'inscrivent un peu comme une empreinte dans la ville, comme pour montrer sous une espèce de sceau que c'est son quartier à lui et qu'il ne faut pas y venir. Les aventures de Daredevil, ce sont souvent des aventures très urbaines, évidemment, et il est souvent confronté en fait à des caïds ou à des gangsters. Le personnage va être, pendant longtemps, ça va être un personnage secondaire, jusqu'à ce qu'un artiste qui s'appelle Frank Miller, qui à la fin des années 70, début des années 80, reprend le personnage. C'est un personnage à cette époque-là totalement moribond, c'est-à-dire l'éditeur s'en fiche, enfin, ça n'intéresse personne. Et Frank Miller, c'est un jeune artiste à ce moment-là, et il reprend le personnage et il va en faire en fait un polar. C'est-à-dire que c'est plus vraiment une histoire de super-héros, mais c'est en fait un polar avec comme personnage principal un super-héros. Et il va y intégrer une dimension violente assez forte. Frank Miller racontait dans une interview, il racontait que il était remonté en fait jusqu'à un souvenir assez lointain quand il était jeune en fait à New York, quand il avait débarqué à New York, il s'était fait agresser dans le métro à l'arme blanche, et il se souvient en fait que il aurait voulu à ce moment-là qu'il y ait un personnage qui fasse régner la justice dans le quartier où il habitait, et il a repris cette idée pour l'adapter en fait au personnage de Daredevil. Et dans la série, lorsqu'il écrira cette série, évidemment, on va avoir un traitement un petit peu plus réaliste et un petit peu plus sophistiqué au niveau des dessins, notamment avec un dessinateur qui s'appelle David Mazzucchelli, qui va écrire probablement les meilleurs moments des aventures de ce personnage. Cette notion de quartier sur lequel un saint patron super-héroïque veille, c'est une idée qui va être reprise aussi avec un autre personnage qui est maintenant assez connu parce qu'il y a eu une série Netflix qui en a été tirée, qui est un personnage qui s'appelle Jessica Jones. Il y a une première saison qui est sortie sur Netflix, une deuxième qui ne va pas tarder à sortir, je crois bien que c'est dans quelques jours même d'ailleurs. On a cette même idée d'un personnage qui surveille un quartier. Juste pour information, le quartier de Hell's Kitchen, c'est le quartier de West Side Story. C'est-à-dire que c'est là que se déroule le film West Side Story, et c'est aussi là que se déroule le film de Martin Scorsese, À tombeau ouvert, un film sur un ambulancier qui est une histoire assez dure, mais du coup le quartier se prête très très bien à ce genre d'histoire. Enfin, dernière allusion cinématographique, le quartier de Hell's Kitchen, Frank Miller a expliqué dans une interview, avouer le terme est peut-être un peu fort, a expliqué dans une interview qu'il s'est inspiré de ce quartier pour créer sa ville Sin City, qui a été adapté au cinéma, mais je vous invite fortement à lire plutôt le comics plutôt que de voir le film. Et évidemment, on a une ville qui rappelle beaucoup le quartier de Hell's Kitchen. Nous poursuivons. Alors non, c'est pas tout à fait celui-là que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer ce bâtiment-ci
qui en fait est un bâtiment avec une forme un peu particulière, qui est le Flatiron Building, qui est un bâtiment assez caractéristique de New York. C'est un des plus emblématiques. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que ça a d'abord été un défi technologique pour le construire, parce que il se trouve en réalité géographiquement dans un espace un peu particulier, c'est-à-dire qu'il se trouve dans un angle aigu de rue. Donc pour la construction, évidemment, et pour la conception du bâtiment, c'était pas forcément quelque chose de tout à fait évident. Et pour la petite anecdote, certains se sont même inquiétés de savoir si le bâtiment n'était pas trop fin, il ne risquait pas de s'écrouler à cause du vent. Alors évidemment, ça n'est jamais arrivé, mais c'est vrai que sa forme particulière fait que c'est vraiment un bâtiment très emblématique. Alors il est emblématique et il a été réutilisé dans les comics de manière assez sympathique, puisque c'est devenu tout simplement le siège du journal Le Quotidien, le Daily Bugle en anglais, qui est le journal dans lequel travaille Peter Parker, alias Spider-Man. Toutes les scènes dans les 3 films de Spider-Man de Sam Raimi, qui se déroulent au journal du Daily Bugle, se trouvent se déroulent dans ce bâtiment qui a été légèrement transformé au cinéma, parce qu'ils ont écrit évidemment le nom du journal sur la façade, mais c'est une utilisation très judicieuse par la production d'un bâtiment très emblématique. Dans les comics, le bâtiment du Daily Bugle est nettement plus standard et nettement plus commun, on va dire. C'est juste une sorte de tour de verre sur laquelle on a écrit Daily Bugle. Pour l'anecdote sur le Flatiron Comics, c'est aussi, il faut le savoir, c'est dans les années, au début du XXe siècle, dans ce bâtiment se trouvait une école de dessin qui s'appelait le Commercial Art Studio. Et dans cette école de dessin, il y a un artiste très connu qui est venu à faire ses gammes et qui est venu apprendre le dessin. C'est Bob Kane. Et Bob Kane, c'est pas tout à fait n'importe qui, puisque c'est lui qui va dessiner Batman quelques années plus tard. D'accord ? Donc dans ce bâtiment, Bob Kane est venu apprendre à dessiner et créera quelques années plus tard Batman avec son scénariste Bill Finger. Allez, on va prendre un petit peu l'air avec un espace un peu particulier dans New York, et évidemment très emblématique, qui est Central Park. Alors Central Park, c'est évidemment 340 hectares de verdure au centre de New York. L'objectif lors de la construction lors de l'aménagement de Central Park, c'était de créer effectivement un espace de respiration et surtout un espace de promenade, puisque la ville ne cessait de s'étendre, et évidemment les habitants souhaitaient pouvoir aller se promener dans un espace verdoyant. Et donc on a créé cette zone un petit peu particulière. Durant les premières années en fait de l'existence de Central Park, il faut savoir que la mairie ne s'en est pas trop intéressée. C'est devenu assez mal famé et ça a été très mal géré. Et puis évidemment depuis, ça a été réaménagé et on a un espace maintenant qui permet d'accueillir les familles et qui est vraiment agréable. Central Park au cinéma, moi ça m'évoque quelques souvenirs de ciné, notamment 2. C'est en 2005 Peter Jackson qui fait danser King Kong avec sa belle, et surtout en tant qu'amateur de films d'action, c'est aussi dans cet espace que John McClane conduit un taxi dans le film Une journée en enfer. Et donc évidemment c'était à peu près le seul endroit où on pouvait tourner cette scène à New York. Au niveau des comics, Central Park n'a pas forcément été beaucoup utilisé, sauf pour un événement un petit peu particulier. Dans l'histoire de chez Marvel, il y a un moment un peu spécial où une créature, un extraterrestre venu de très loin dans la galaxie, extrêmement puissant, décide de créer une sorte de tournoi de tous les super-héros. En gros, je résume évidemment beaucoup. Et pour convoquer ces super-héros à cette arène, dans cette arène, il crée en fait une porte que les héros doivent franchir pour aller combattre dans une autre dimension. Et cette porte s'ouvre en plein milieu de Central Park. C'est la saga Secret Wars, les guerres secrètes, qui est paru dans les années 80. Et évidemment, c'était tout symbolique. C'est-à-dire que vous imaginez bien qu'un extraterrestre qui vient pour convoquer des surhommes, évidemment, il faut qu'il ouvre une porte au milieu de Central Park. C'est-à-dire, ça ne peut pas être ailleurs. Ça ne pourra pas être à Rennes, vous voyez, par exemple. Donc, Central Park, centre de New York, mais aussi centre de l'univers. On l'aperçoit dans le film de Spider-Man pour une raison un petit peu particulière. Je vous passe
quelques instants de cet extrait. Alors, je vous mets en pause, c'est Peter Parker qui vient voir sa belle, Mary Jane, sauf qu'elle a évidemment pour l'histoire, elle a évidemment une très mauvaise nouvelle à lui apprendre, puisqu'ils vont rompre. Central Park, là, il y a toute l'imagerie de Central Park, du Central Park romantique. Vous allez apercevoir un magnifique pont dans quelques instants. Et on aperçoit les amoureux là, en barque, etc. Donc a priori tout va bien. Et évidemment, tout le jeu du réalisateur, ça va être de détruire cette relation dans l'espace où normalement, au contraire, cette relation devrait se développer. You look beautiful. Peonies. You okay? No. There's something I have to tell you, Pete. Okay. Moi, quand il y a une fille qui me dit j'ai un truc à te dire, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous aurez remarqué la beauté du pont, enfin sur les rambardes du pont, c'est absolument magnifique. Évidemment, la scène ne dure pas très très longtemps dans le film, mais il y a une utilisation à contre-emploi que je trouve assez intéressante. Autre quartier très symbolique de... non, c'est pas celui-là, ni celui-ci. Ah bah écoutez... On va prendre celui-là. C'est le quartier de Harlem, un quartier évidemment très emblématique, avec une forte population noire dans ce quartier. C'est pas pour rien. Après la guerre de sécession, en fait, les Noirs se sont regroupés dans ce quartier et ont vécu ensemble dans ce quartier. C'est évidemment quelque chose qui va être récupéré dans la bande dessinée, cette symbolique, puisque ça va être le quartier le quartier d'un personnage qui est Luke Cage, alias Power Man, qui n'est pas le premier super-héros noir de Marvel, mais pour être très précis, c'est le premier super-héros noir à avoir une série à son nom chez Marvel. Luke Cage, en fait, c'est un personnage qui acquiert une super force parce qu'il a été un cobaye lors d'une expérience scientifique en prison. Au début, c'est un tolard, et donc il accepte de participer à une expérience scientifique. Et donc ça tourne mal, il obtient une super force, mais grâce à cette super force, il s'échappe et il finit par revenir à Harlem, d'ailleurs qui est présenté comme un endroit vraiment malfamé dans la bande dessinée. Enfin, disons que ça fait pas vraiment rêver quand on voit la manière dont il le présente. N'oublions pas que c'est écrit par des scénaristes blancs aussi, donc avec des images d'Épinal probablement et des représentations. Mais ce qui est intéressant avec ce héros, c'est que de statut de tolard, voire presque de quasi-criminel, au statut d'évadé, il va finir par devenir en fait un super-héros. Il va même monter sa propre entreprise, le Hero for Hire, ça veut dire héros à louer en français. En gros, il monte une société où vous pouvez louer les services d'un super-héros. Vous avez besoin de quelqu'un de costaud, vous payez, puis il viendra faire ce que vous voulez. C'est assez étonnant. Ce personnage va être récupéré par la pop culture, alors notamment dans une série qui s'appelle Luke Cage, qui passe sur Netflix en ce moment, avec une série qui représente vraiment le quartier de Harlem. Et alors le quartier de Harlem est aussi apparu dans un film du Marvel Studios, qui est en fait le film L'Incroyable Hulk. Alors je vous avoue que je l'ai redécouvert en préparant cette conférence. Vous avez dans L'Incroyable Hulk le combat final qui se déroule dans le quartier de Harlem, dans l'avenue en fait principale d'Harlem. Je vais peut-être pas vous le passer en entier parce qu'il dure 5 minutes et c'est un petit peu long, et c'est finalement deux grosses créatures qui se foutent sur le crâne pendant 5 minutes. Mais je vous invite plus qu'à regarder le géant vert et l'affreuse bestiole. Je vous invite à regarder l'environnement, et on en reparle dans quelques instants parce qu'il y a un bâtiment un peu particulier sur lequel je voudrais revenir. Pardon, vous m'entendez peut-être pas. Je vous propose juste de relancer pour vous le proposer dans un format un peu plus grand, parce que du coup, sur ce format timbre-poste, on n'aperçoit pas forcément grand-chose.
je vais m'arrêter là, parce que ce serait dommage de vous spoiler, enfin on ne sait pas qui va gagner, quoi. Vous avez peut-être une petite idée. Il y a dans cet extrait, il y a un bâtiment un peu particulier qui a été attaqué, qui a été abîmé dans le combat, qui est ce bâtiment-ci. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans le décor, qui est le Apollo Center, qui est en fait une salle de spectacle très importante dans le quartier de Harlem. C'est une salle qui a accueilli notamment énormément d'artistes de jazz. Je pense notamment à Duke Ellington qui a fait plusieurs concerts et plusieurs représentations dans cet espace. Ça a été successivement une salle de concert, une salle de spectacle, un cinéma. Là, en l'occurrence, on est plus dans le mode cinéma. Et c'est une des plus belles salles de New York. J'ai trouvé notamment une photo de l'intérieur de la salle et c'est vrai que c'est non seulement une des plus belles salles, mais c'est aussi une des plus grandes. Elle fait 1750 places. Donc c'est vraiment un bâtiment assez important de Harlem et en même temps assez représentatif de la vie culturelle qu'il peut y avoir à Harlem. Harlem étant un quartier à la fois culturel mais aussi commercial. Vous aurez vu que dans la scène en fait que je vous ai montré, on n'est pas vraiment dans un quartier résidentiel, il y a énormément heureusement d'ailleurs, je vous sourire, mais vu ce qui s'y passe, il vaut mieux que ça soit un quartier commercial avec énormément de commerce sur le côté des rues. Autre lieu caractéristique de New York, c'est le Brooklyn Bridge. Alors, le Brooklyn Bridge, c'est un pont qui relie Manhattan à un autre quartier de New York. Pour vous montrer ça très précisément, je vous ai préparé une petite... je croyais vous avoir préparé... Oui. Je vous ai préparé une petite carte. En fait, vous avez... dans New York, voilà une représentation de New York avec ses différentes zones. Manhattan est ici représenté en rouge. Et Brooklyn, qui est une zone beaucoup plus résidentielle, avec énormément de maisons et de zones d'habitation, mais aussi très populaire. Vous avez un pont qui relie ces deux quartiers. Et donc ce pont, c'est le quartier de Brooklyn. Et maintenant, je suis tout perdu, je ne sais plus où aller le chercher. Et ça y est, je retrouve. D'ailleurs, petite photo au passage de Brooklyn. Voici Brooklyn tel qu'il est représenté dans Spider-Man. Le premier Spider-Man de Sam Raimi. C'est l'endroit où vit Peter Parker avec son oncle Ben et sa tante May. Le pont de... Comment ? Je vais me référer à ma carte. Hop. Alors, je ne crois pas. Ouais, je sais plus, faudra qu'on regarde. Enfin, ouais, faudra qu'on... C'est par ici. Voilà, c'est à peu près derrière ici, sur ce côté-ci de Manhattan. Alors Hell's Kitchen, on peut pas le voir sur la vue en 3D parce que vous avez un pont qui relie Manhattan au New Jersey ici et Hell's Kitchen se trouve en fait juste à côté du pont sur la partie gauche de Manhattan. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais j'en profite maintenant qu'on en reparle. Si Hell's Kitchen est devenu un quartier malfamé, c'est notamment du fait de sa proximité du port. Et c'était dans les années 20 la possibilité pour les criminels, lors de la prohibition, de s'alimenter en alcool et de stocker l'alcool dans des entrepôts qui se trouvaient à Hell's Kitchen. Donc, ce qui a créé en fait une augmentation de la criminalité dans ce quartier. Il faudrait que je revoie cette histoire de Brooklyn et du Queens. Je reviens sur mon pont du Brooklyn Bridge, puisque c'est un haut lieu du comics, puisqu'il s'y est déroulé un drame qui est un drame absolu. Alors, voilà le pont. Dans les comics, c'est un endroit absolument très marquant qui est vraiment très marquant pour les lecteurs. Vous avez, nous sommes dans la série Spider-Man, le scénariste a décidé de frapper un grand coup. Vous savez qu'on a de temps en temps l'habitude de dire que dans les comics, personne ne meurt. Ils vont décider de faire mourir un personnage. Et ils ne choisissent pas n'importe qui, ils choisissent la copine du super-héros, qui à l'époque c'est Gwen Stacy, donc Spider-Man s'est pas encore marié à ce moment-là. La copine de Spider-Man, Gwen Stacy, s'est fait enlever par son pire ennemi, qui est le Bouffon Vert. Et donc le Spider-Man se dépêche d'essayer de retrouver ce Bouffon Vert pour récupérer sa petite amie. Alors, que personne ne se lève la main en me disant « Ouais, mais tu nous as dit que c'était le Brooklyn Bridge, pardon, et regarde ici, il y a marqué le George Washington Bridge. » Alors, il s'agit d'une coquille du scénariste qui s'est trompé à ce moment-là dans le scénario. Et je le dis pas pour m'excuser, pour me défausser.
je reviens sur cette aventure. Spider-Man trouve le bouffon vert, sa copine à ses pieds. Un combat évidemment entre les deux personnages avec une utilisation d'une des caractéristiques un des éléments caractéristiques du Brooklyn Bridge. Et à un moment donné, le bouffon vert jette la petite amie du super-héros par-dessus le pont. Il essaye de la sauver. Il pense l'avoir sauvée de cette chute. Remarquez comme quoi les copines des super-héros chutent souvent. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de Superman et de Mary Jane. Sauf qu'il y a une onomatopée fatale, qui est le petit swick, ici, là, qui en réalité... Non, pardon, le petit snap, ici, que vous apercevez ici, qui indique en fait qu'il se brise le cou. Et donc, Spider-Man, évidemment en pleurs, va découvrir que sa bien-aimée est décédée. À suivre dans le prochain numéro, évidemment, hein, toujours. Et dans le prochain numéro, on retrouve les deux protagonistes avec cette image assez sidérante pour les lecteurs à l'époque de Spider-Man qui tient sa bien-aimée dans ses bras. D'ailleurs, Marvel va recevoir énormément de courriers de la part des lecteurs parce que les personnages s'étaient habitués à ce personnage. Et jusqu'à présent, l'éditeur a réussi, plus ou moins, à ne pas trop la faire revenir d'entre les morts. Je dis plus ou moins parce que, évidemment, vous savez, dans les comics, on trouve toujours des solutions. Il y a des univers alternatifs, il y a d'autres dimensions, il y a des personnages qui y ressemblent, enfin, il y a des clones, enfin... Hein, d'accord. Mais on va dire l'original est toujours, pour l'instant, porté disparu. Espérons qu'elle le reste. Mais c'était intéressant parce que c'est vrai que ça a vraiment choqué les lecteurs. Il y a des lecteurs qui, dans le courrier des lecteurs, quelques mois plus tard, expliquent qu'ils ont pleuré en lisant le comics. Enfin, mettons-nous quand même à la place des enfants, par exemple, qui ont pu lire cet album. C'est quand même quelque chose d'assez choquant. Évidemment, un événement aussi important, il est impossible de ne pas l'utiliser dans un film qui parle de Spider-Man. Et donc, il n'est impossible de ne pas montrer le Brooklyn Bridge. Je vais vous passer un passage entier, je vous rassure, ça dure pas non plus, ça dure 4 minutes, mais je trouve que c'est assez intéressant. C'est à mon avis le climax, c'est-à-dire le moment le plus où la tension est à son comble dans le Spider-Man de Sam Raimi. Dans cette scène, vous allez voir le Brooklyn Bridge et vous allez voir aussi la matérialisation dans une scène d'action d'un questionnement du personnage. C'est-à-dire, je m'explique avant de vous la montrer. À un moment donné, la question qui est posée à Peter Parker, ça va être de choisir entre sa vie privée et sa vie de super-héros. De ce questionnement, a priori comme ça, sans danger, la confrontation avec un super-vilain va faire que ce questionnement va réellement devenir extrêmement dangereux. Vous allez voir qu'à un moment donné, le super-vilain va lui imposer le choix, c'est-à-dire qu'il va devoir choisir entre être un super-héros ou sauver sa petite amie. Et ça donne lieu à une scène, ça donne l'occasion d'une scène d'action qui, je trouve, fonctionne encore toujours très très bien. Itsy bitsy spider went up the water spouts. Down came the goblin and took the spider out. Goblin, what have you done? Are heroes, because you never know when some lunatic will come along with a sadistic choice. Let die the woman you love, or suffer the little children. May
your choice, Spider-Man, and see how a hero is rewarded. Don't do it, Goblin! We are who we choose to be. Now choose! Everybody stay still! Ahoy up there! We're gonna bring the barge right onto you! He's coming back! Listen! I need you to climb down! I can't! Yes, you can! MJ, you can do it! You have to! Trust me. Hold on tight! And go quickly! Hurry! I can't do it! Hang on, Mary Jane! He's not gonna make it! He's gonna make it! It's time to die! Come on up here, tough guy! I got a little something for you! Kick your freaking ass! Leave Spider-Man alone! You gonna pick on a guy trying to save a bunch of kids? Oh yeah, I got something for your ass! You mess with Spidey, you mess with New York! You mess with one of us, you mess with all of us! Spider-Man, watch out! On va arrêter là parce que il y a encore il y a encore une scène d'action juste derrière. Alors quelques remarques sur la scène qu'on vient de voir. Cette histoire de questionnement moral, c'est-à-dire il doit faire un choix, le super vilain lui impose un choix. J'avais complètement oublié le Yes We Can qu'on entend à un moment donné dans la version originale et qui évidemment maintenant sonne un petit peu différemment. Et dernière chose, l'arrivée des New-Yorkais, enfin la réaction des New-Yorkais qui consiste à jeter des choses sur le super vilain pour détourner son attention et sauver Spider-Man n'est pas tout à fait innocente. C'est un élément du scénario qui a été rajouté. Alors, je vous explique très rapidement pourquoi. Tout simplement parce que Spider-Man, c'est un film qui a été conçu en 2000. Et évidemment, les événements du 9 septembre sont venus modifier énormément la communication et même le scénario du film. Ce passage où les New-Yorkais défendent leurs super-héros et leur dit aux super-vilains t'attaquer à Spider-Man, c'est tu t'attaques aux habitants de New York, c'est évidemment tout à fait symbolique. C'est-à-dire que quand tu t'attaques à New York, tu t'attaques à tout New York, c'est-à-dire les super-héros plus les habitants. Alors, c'est un film très cathartique, Spider-Man. C'est-à-dire, le dernier plan du film, c'est le super-héros qui monte en haut d'un building avec le drapeau américain. Évidemment, c'est un film qui sert à essayer de faire respirer la population qui vit encore dans le traumatisme des attentats. Mais c'est un film qui, à la fois, est extrêmement important pour les Américains et pour, évidemment, Marvel, puisqu'il va permettre à la production de comprendre que l'on peut faire des films de super-héros crédibles, intéressants, avec des messages, mine de rien, et ça va ouvrir la voie, après, quelques années plus tard, à tous les films du studio Marvel que l'on voit actuellement au cinéma.
Je vois qu'il est déjà 6h10. On m'avait dit d'arrêter à 6h, donc je vais pas que moi je m'arrête à 6h. Je vais pas trop déborder.